On s'est faufilé dans les tréfonds d'un ancien hôpital psychiatrique. Les histoires qui y planent font froid dans le dos. Et d'ailleurs, on y trouve encore des traces des patients. Vous verrez qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir dans cet étrange lieu. Par exemple, ici on va admirer un... non, je vous garde la surprise. Je vais pas tout vous spoiler dès le départ. Aujourd'hui, je vous emmène explorer un hôpital psychiatrique dans lequel il s'est passé des choses assez terribles. C'est a priori une exploration assez longue qui nous attend parce que la zone est immense. Il va falloir faire attention également parce qu'il y a du monde qui travaille encore dans un des pavillons et on va vraiment devoir baisser d'un ton si on veut explorer totalement cet endroit. Et puis c'est dans notre habitude d'être assez silencieux quand on se promène dans un endroit comme ça. Certes, on aime rester discret pour ne pas attirer l'attention d'un gardien. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une certaine décence à observer, dans la mesure où ça n'est pas un parc d'attractions. Les patients jadis enfermés ici ont en effet subi des traitements inhumains. Garder cela à l'esprit invite à une forme de respect. Des années d'abandon ont permis aux lierres de recouvrir généreusement les façades. Nous sommes plongés dans une scène presque irréelle, comme dans un monde où l'humain aurait disparu soudainement. On se trouve dans un premier bâtiment, le premier qui se présentait à nous en entrant dans la zone, et on commence à faire un petit peu le tour. Vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises qui nous attendent dans cet endroit. Il y a une atmosphère qui est assez particulière. Je sais qu'il y a des gens qui ont souffert dans cet endroit. Par ailleurs, on n'est pas forcément seul. Il y avait des véhicules garés à l'entrée. On sait qu'il y a un des pavillons qui est toujours utilisé, pas pour de la psychiatrie, mais il y a quand même du monde dans la zone. Donc, il va falloir qu'on soit assez discret. Oui, des gens ont souffert ici. Des traitements par électrochoc sans anesthésie étaient notamment pratiqués. Dans les années 60, le personnel s'est largement plaint des méthodes violentes employées par le directeur, aussi bien avec les patients qu'avec les soignants. Par ailleurs, plus tôt, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une cinquantaine de soldats ont été massacrés. Forcément, avec une pareille histoire, notre approche du lieu se fait dans le calme et le respect. Pour le contexte, cet asile est une véritable ville, capable d'accueillir plus de 3000 personnes. De grands murs entourent la zone, qui est ainsi isolée du monde extérieur. Il a été construit dans les années 30, puis a en grande partie fermé à la fin des années 70. La plupart des patients sont alors redirigés vers d'autres institutions, et l'arrêt total des activités date des années 90. Largement le temps pour que la décrépitude s'installe. Robin, qui m'accompagne une nouvelle fois, explore un peu plus le bâtiment pendant que je prends le temps de filmer des détails. Quand on se recroise, il me dit de le suivre, car il a trouvé quelque chose de vraiment intéressant. J'ai pas l'habitude de faire dans le sensationnel, mais là, pour le coup, on est vraiment tombé sur des choses qui devraient pas être là. Il y a tout un tas d'archives juste sous nos pieds, des dossiers de patients qui n'ont pas été déplacés et qui sont juste là à pourrir. Étant donné qu'il s'agit de données médicales, ça devrait pas se trouver comme ça juste à l'abandon. Du coup, pour les personnes en question, c'est vraiment pas terrible. Il y a sûrement des gens qui sont encore vivants, parce que là, on a par exemple un papier qui date du 23 avril 1965. Il y a des papiers plus récents qui datent des années 70, la fin des années 70, et on a tout un tas de radios comme ça. Étant donné qu'on ne peut pas identifier à qui sont ces poumons, ça me gêne pas trop de vous le montrer comme ça, mais ça devrait quand même pas être là en fait. Je suis sûr qu'il y a des bâtiments avec encore plus d'archives que ça, parce que là c'est juste un des pavillons. Il y a vraiment beaucoup de bâtiments abandonnés dans la zone. Il y en a un seul qui est encore actif, donc pour la suite de l'exploration, il va falloir qu'on fasse assez doucement. Là, je me permets de parler fort parce qu'on est vraiment à la bordure du site. Nous, on va faire vraiment que visiter les endroits qui sont grands ouverts comme celui-ci. On va pas aller s'amuser à forcer des portes. On a aperçu des portes qui sont fermées avec des panneaux, donc ça, clairement, on va pas y toucher. Mais tout le reste, ça a l'air d'être grand ouvert, donc on va aller découvrir tout ça. Se déplacer à l'extérieur est délicat. Comme on a un doute sur l'emplacement du bâtiment actif et que la végétation nous pousse à emprunter de grandes avenues droites, on est sur le qui-vive. Et aussi silencieux que possible. On est parano sur les bords, certes, mais jamais raccompagné à la sortie. Là, on se trouve dans un bâtiment qui, encore une fois, contient pas mal d'archives. Et aussi, probablement, des salles qui sont destinées aux soins, notamment des salles de bain avec des baignoires. Alors, certes, dans une salle de bain, c'est relativement normal de trouver une baignoire. Mais vous marquerez que la configuration de cette pièce est particulière. Le bain occupe le centre, ce qui permet à un soignant de naviguer aisément tout autour. La prise en charge des troubles mentaux a beaucoup évolué depuis un siècle. Avant les années 30, on isolait simplement les patients. Ensuite, des méthodes sont arrivées. L'hydrothérapie et les électrochocs, entre autres.
Le but des électrochocs, souvent pratiqués sans anesthésie, était de déclencher une crise d'épilepsie, comme traitement contre les dépressions sévères, et malheureusement aussi parfois comme punition. Ce qu'on voit ici, c'est une mise en scène. Quasiment certainement, ça a été disposé après l'abandon du lieu. Je vous épargne le reste de mes chuchotements mal captés. Dans les lieux abandonnés, il est courant de trouver des mises en scène de la sorte, disposées par des visiteurs en quête d'une meilleure photo ou vidéo. J'ai en effet vu des photos de cette chambre avec du matériel très différent posé sur la table. Le désordre est variable à travers le temps. Certains visiteurs sèment le chaos, puis d'autres rangent, réarrangent. Ainsi, quand on vous montre un endroit qui serait soi-disant resté figé dans le temps, c'est rarement le cas. Mais quelle importance après tout ? Eh bien, un lieu épargné des manipulations permet de reconstituer les histoires qui l'ont traversé. Altérer ces histoires amène les visiteurs suivants à les interpréter autrement. Il faut donc se méfier des apparences. Mais on peut pas non plus tout sanctuariser. Un jour, il est bien temps de faire de la place pour vivre le présent. On réalise un petit peu plus l'immensité du lieu. Le temps passe à une vitesse folle quand on est dans ce genre d'endroit. On voit vraiment pas l'heure qui passe. Et comme on est vraiment du genre à vouloir observer et prendre notre temps, on commence à se dire qu'il va falloir passer en coup de vent dans certains autres bâtiments. Mais il y a un truc sur lequel on va pas faire l'impasse, c'est le théâtre. En fait, hier on est passé en coup de vent le soir, mais la lumière commençait vraiment à partir. Et là aujourd'hui on a de la chance parce que le soleil est encore de la partie, donc on va se diriger vers le théâtre, qui devrait être encore là. Enfin, on suppose, c'est un théâtre, ça disparaît pas comme ça. L'été naissant nous offre de longues journées, mais le temps reste précieux. La véritable forêt qui engloutit l'ancien asile ne laissera pas entrer la lumière rasante du soleil couchant. On se dirige désormais vers ce qui sera le point culminant de cette exploration, dans une ambiance de fin du monde. On va encore apprendre des choses aujourd'hui. Je pars du principe que vous savez reconnaître une chaise ou un vieux journal, et comme vous pouvez le voir, je préfère vous proposer de l'urbex qui va au-delà du descriptif, avec de la recherche lors de l'écriture et du montage. Dans les mois qui viennent, on parlera aussi d'autres sujets passionnants, et qui sait, on se retrouvera peut-être dans une telle salle pour une projection. Bon, dans celle-ci, les places assises ne sont pas garanties. La sécurité non plus. Mais c'est un bel exemple pour illustrer l'importance d'un toit en bon état. Pour rénover un bâtiment, c'est souvent la priorité, refaire la toiture. Il me semble que celui-ci est presque au-delà des possibilités de sauvetage. Ça y est, je me trouve sur la scène du théâtre. Il faut vraiment qu'on soit assez discret ici parce que là-bas, il y a un bâtiment qui est en activité juste en face. On pense que pour l'instant, il n'y a personne, mais on sait jamais. On est assez méfiant en fait. Bien évidemment, on le dit jamais assez, ce genre d'endroit est dangereux. Il faut vraiment faire attention où on marche et je vous recommande pas du tout de faire ça de votre côté. Faire attention où on marche, certes, mais aussi en dessous de quoi. Quand on voit l'état du plafond, je pense que porter un casque de chantier pourrait être une bonne idée. Les trous dans la toiture laissent l'eau s'infiltrer, et tout ce qui se trouve en dessous est compromis. Le double plafond se décompose, et une partie des sièges a pourri au cours des 30 dernières années. La scène n'est pas épargnée. J'ai grandement tâté le terrain avant de m'y aventurer. Sous mes pieds, une chute d'au moins 2 mètres. Les planches qui restent sont de toute évidence fragiles. Il y a quand même un peu de béton, bien mieux praticable. Mesurer la prise de risque est essentiel, en ayant par ailleurs conscience qu'on n'a justement pas toujours conscience de tous les risques. C'est vraiment un temps fort de cette exploration, ce théâtre avec les sièges qui pourrissent. On va aller voir là-haut si on trouve une salle de projection ou quelque chose qui s'y apparente. Le bâtiment d'en face est muni de portes vitrées, sur lesquelles des pancartes sont affichées. Impossible de les lire depuis notre position, mais aucun doute, il y a du passage et de l'entretien. Le seul chemin vers la salle de projection nous rend potentiellement visibles, ne serait-ce qu'un court instant. Comme avant de traverser une route, on regarde si la voie est libre, en admirant au passage les dégradations du temps. Je pourrais vous déblatérer des phrases toutes faites comme « la nature reprend ses droits ». Ça serait tout à fait adapté. Mais à force, on le répète encore et ça devient lassant. Comme un refrain que je m'efforce de réfréner. Pour changer, on peut se demander comment la nature fait pour reprendre ses fameux droits. Elle n'a en réalité pas besoin de les demander à la CAF. Mais elle pourrait, par exemple avec un plan de lierre judicieusement placé.
Le Hedera helix a en effet une croissance annuelle allant jusqu'à 1 mètre. En poussant de manière incontrôlée, il peut aller vraiment là où ça lui chante. On ne risquera pas de s'approcher de la chapelle. À la place, la salle de projection nous attend. Et si ce cinéma était une bulle d'espoir dans cet asile morbide? L'art nous permet de nous échapper du quotidien, aussi morose soit-il. Aucun indice sur les films projetés ici, mais j'aimerais imaginer que leur contenu amenait un peu de joie aux patients coupés du monde extérieur. Pour moi, un théâtre ou un cinéma, c'est toujours une source de rêve et d'inspiration. De quoi s'attacher à des personnages pendant 1 heure ou 2 et avoir la sensation de vivre autre chose. On a enfin trouvé la salle de projection. En réalité, l'appareil qui reste ici n'est qu'une partie d'un projecteur. Il s'agit de la lanterne. À l'intérieur, on connectait un bâtonnet de charbon à 2 électrodes pour produire un arc électrique fortement lumineux. Avec un système de miroir dont on voit la fixation à droite, cette forte lumière se dirigeait vers la bobine de film qui défilait à l'avant du système. Un objectif projetait ainsi le film sur l'écran. Il y avait tout un tas de réglages à faire pour mettre l'engin en route. En cas de mauvaise manipulation, on pouvait vite détruire le film, voire déclencher un incendie. Le métier de projectionniste a dû bien changer avec l'arrivée du numérique. Si jamais, je vous mets quelques sources en description. Vous y trouverez aussi des liens vers mon Instagram et ma boutique, sur laquelle vous trouverez des tirages de mes plus belles photos. En vous offrant un tirage, vous soutenez directement mes projets, tout en décorant vos murs avec des œuvres faites avec amour. Les bobines ont disparu depuis bien longtemps, à part quelques morceaux de pellicule non identifiables, il ne reste rien. Même en conservant les films dans un endroit entretenu, ils peuvent se dégrader avec le temps. Certains des plus anciens sont même carrément inflammables. On est donc loin d'avoir encore accès à tous les films jamais sortis en salle. Parmi les plus connus, il nous manque parfois des morceaux. Dans le célèbre Metropolis par exemple, sorti en 1927, 2 scènes manquent encore. De temps en temps, on retrouve des bobines de films ici ou là, parfois fortement endommagées. La restauration est longue et coûteuse. C'est une partie de notre culture, mais qui peut se vanter d'avoir le temps de tout voir? Il en va de même pour tout, le temps fait son travail de tri. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pourriez aimer notre exploration d'un château sur une île avec une magnifique chapelle et la fameuse nature qui reprend ses droits. Oups, à bientôt pour d'autres aventures.